On est en train de vous distribuer le cas complet. On va le reprendre rapidement. Je vais vous le présenter à tous. Comme ça, vous aurez tous les infos en même temps. Donc, c'est une femme qui a 77 ans, qui fait 61 kg pour 1,74 m. Elle vit seule à domicile et elle est encore relativement autonome pour les activités de la vie quotidienne. Elle a une aide partielle à la toilette et il y a une infirmière qui vient une fois par jour le matin pour ses traitements et les bas de contention. Dans ses antécédents médicaux, on note un diabète de type 2, une néphropathie diabétique avec une fonction rénale estimée à peu près à 40 ml/min, une hypertension artérielle avec des chiffres moyens autour de 120-60 mg de mercure et une notion d'hypotension orthostatique. On a également une dyslipidémie, un tremblement essentiel léger qui ne l'handicape pas dans ses activités de la vie quotidienne, un syndrome anxio-dépressif, une ostéoporose fracturaire, une démence légère, une dénutrition modérée et des chutes, mais qui restent inférieures à 2 par an. Elle n'a pas d'allergie et elle nous dit que parfois, avec certains traitements, elle a du mal à les avaler. Donc selon vous, est-ce que c'est une patiente qu'on pourrait considérer comme robuste, fragile ou dépendante? Fragile, effectivement. Alors on a plusieurs syndromes gériatriques chez cette patiente. Bon, ce n'est pas l'objet de l'atelier aujourd'hui, mais il y a une démence légère, une dénutrition modérée et une notion de chute. Donc on va voir cette fragilité, quelles conséquences ça peut avoir sur notre analyse de prescription et le risque iatrogène. Alors son traitement. Elle a de l'amlodipine 5 mg le matin et le soir. Elle a du ramipril 5 mg le matin, de l'indapamide LP 1,5 mg le matin, de la simvastatine 20 mg, un demi-comprimé le soir, de l'acétylsalicylate de lysine 75 mg le midi, de l'ésoméprazole 20 mg le soir, de la sitagliptine 100 mg le matin, de la carbose 60 mg le soir, de la metformine 500 mg matin et soir, du calcium 500 mg le matin, de l'hydroxysine 25 mg, un demi-comprimé matin-midi si besoin et un comprimé le soir, du lorazépam 1 mg au coucher, de l'escitalopram 5 mg le matin, du paracétamol effervescent 500 mg, 2 comprimés x 3 si besoin, et du KX-Salate, une cuillère mesure, 1 jour sur 2. C'est un vrai cas. D'accord ? Donc, alors, ces résultats biologiques, donc, on voit que sa fonction rénale est stable. Au moment où on analyse la prescription, elle a toujours sa fonction rénale estimée à peu près à 40 ml/min. Elle a une hyponatrémie, une hyperkaliémie légère, sa CRP est normale. Sur sa NFS, on a une anémie microcytaire, les plaquettes sont normales. Dans ses paramètres endocrinaux, on a une carence en vitamine D, une hémoglobine glyquée à 5,9%, une TSH normale. Le bilan lipidique retrouve un cholestérol total bas, un HDL cholestérol correct, un LDL cholestérol bas et des triglycérides normaux. Voilà, donc maintenant, à vous de jouer. Si vous voulez, on avait remis aussi les 10 critères utilisés dans la méthode implicite. Donc à vous de me dire, soit je laisse le traitement, hier on avait laissé le traitement, ça permettait à tout le monde de voir. Voilà. Mais si vous avez des questions sur la méthode implicite, parce que comme l'outil est en anglais, n'hésitez pas, on passera dans les groupes. Et donc on va prendre à peu près, on vous laisse à peu près 20 minutes. 20 minutes pour faire l'analyse de la prescription.
Alors, comme on est contraint par le temps et qu'on aimerait pouvoir vous proposer les autres petits cas, on va vous demander de conclure et je lance la correction dans 2 minutes. Donc vraiment désolée de vous couper dans votre élan parce qu'on voit que les groupes sont très dynamiques, donc ça nous fait plaisir. Donc comme on est contraint par le temps, je vais dérouler la correction. Si vous avez des remarques, on peut peut-être en discuter à la fin de l'atelier si ça ne vous dérange pas. Alors, donc on va vous proposer d'abord la méthode implicite. Alors, première question de la méthode implicite, c'est est-ce que les indications thérapeutiques sont traitées et est-ce que tout correspond? Quand on regarde la prescription de la patiente avec ses antécédents, au premier abord, on a plutôt envie de répondre oui. Pour son diabète de type 2, elle a une trithérapie. Pour son hypertension artérielle, elle a également une trithérapie. Pour sa néphropathie diabétique, elle a le traitement néphroprotecteur par IEC. Pour sa dyslipidémie, sa statine. Pour le tremblement essentiel léger, a priori, il n'y a pas d'impact pour sa vie quotidienne, donc il n'y a pas de raison d'introduire un traitement. Son syndrome anxio-dépressif avec l'hydroxyzine, le lorazépam et la citalopram. Pour son ostéoporose fracturaire, elle a du calcium. Et puis après, on peut se poser la question, est-ce qu'elle est en prévention primaire du risque cardiovasculaire parce qu'elle a plusieurs facteurs de risque? Elle a une prévention par IPP avec le risque d'antiagrégants plaquettaires, on reparlera ensuite. Elle a un antalgique de palier 1, comme beaucoup de patients âgés, sur des douleurs qui ne sont pas forcément très étiquetées, donc on peut suspecter des douleurs arthrosiques. Et puis, elle a du kéixalate, donc est-ce que c'est une hypercalémie iatrogène ou pas? Donc, premier abord, on répond plutôt oui. Et puis après, quand on se pose un peu sur notre patiente âgée fragile, qu'on fait correspondre avec ses données clinico-biologiques, on voit que finalement, c'est peut-être pas tout à fait adapté. Par rapport à son diabète de type 2, elle a une hémoglobine glyquée qui est basse, qui est quasi normale. Et on sait que chez les sujets fragiles, les objectifs sont plus élevés. Donc, il y a une réévaluation nécessaire de maintenir le traitement ADO tel qu'il est actuellement. Quel est le premier médicament qu'on va arrêter? Clairement, la carbose, parce que ça ne sert à rien. Toutes les publications ont montré que ça n'avait absolument aucun intérêt, à part de donner des troubles digestifs. Donc, clairement, c'est cette molécule qu'on arrêtera en premier lieu. Ensuite, comment dérouler la suite? Qu'est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on baisse des posos? On a pris la fonction rénale pour nous aider, qui est relativement basse, à 40 ml minute. Donc, il y a déjà besoin d'adapter la posologie du sitagliptine à sa fonction rénale. Donc déjà, en baissant la sitagliptine à 50 mg, probablement que du coup, on sera un petit peu moins sévère sur la prise en charge. Ensuite, on peut maintenir la metformine chez des patients avec des fonctions rénales à 40 ml minute. Je vous rappelle que les dernières recommandations, c'est jusque 30 ml minute. La posologie qu'elle a, c'est 500 mg 2 fois par jour. C'est le maximum qu'on peut utiliser avec cette fonction rénale. On pourrait quand même se poser la question d'une balance bénéfice-risque en fonction de l'état de fragilité du patient. Alors, chez notre patiente, elle est plutôt en état pré-fragile. Chez des patients un petit peu plus sévères, on peut se poser la question de maintenir cette thérapeutique en cas de problème aigu, d'infection, déshydratation, d'insuffisance rénale aiguë, et que le patient pourrait ne pas gérer. En ce qui concerne l'hypertension artérielle, on a vu qu'elle avait des tensions moyennes qui sont correctes, mais qui sont probablement trop sévères au vu du profil gériatrique. Les recommandations, c'est
que la tension doit être inférieure à 150 mg de mercure en systolique. Donc là, 12,6, on est un peu trop sévère. Et en plus, on a une notion d'hypotension orthostatique. Première approche, c'est une approche non pharmacologique. Est-ce qu'elle a des bas de contention? Oui. Donc là, on ne va pas pouvoir agir là-dessus. Et ensuite, elle a une trithérapie. Donc, même démarche, on va dire qu'avec le diabète, qu'est-ce que je peux arrêter en première intention? Alors, le ramipril, effectivement, vous le savez tous, ça peut entraîner des hyperkaliémies. Et en plus, là, donc, elle est traitée pour une hyperkaliémie. Donc, on pourrait voir, est-ce qu'on diminue la posologie et la kaliémie reviendrait dans la norme, ou est-ce qu'on pourrait envisager un arrêt qui se discute puisque elle a une néphropathie diabétique. L'indapamide, on a une hyponatrémie. Donc on sait que dans les hyponatrémies iatrogènes, les diurétiques sont les premiers incriminés. Et donc on pourrait proposer l'arrêt de l'indapamide en première intention. L'amlodipine, a priori, pas de souci. Sauf si on décidait de maintenir le ramipril, on pourrait peut-être, chez cette patiente, envisager une monothérapie, mais de façon bien sûr progressive. En ce qui concerne sa dyslipidémie, on est en prévention primaire. Elle a une dénutrition modérée et en plus sur son bilan lipidique, on a un LDL qui est déjà très bas. Je vous rappelle, chez les patients qui ont des hauts risques cardiovasculaires, on est à une cible de 0,7. Là, on est à 0,4 et on a maintenant des publications qui nous indiquent que des LDL cholestérol trop bas peuvent avoir des impacts neurologiques. Donc, on proposerait l'arrêt de la statine en faisant un suivi du bilan lipidique à 3 mois pour voir si, du coup, les chiffres ne sont pas réaugmentés de façon trop importante. Sur son syndrome anxio-dépressif, l'hydroxyzine, vous le savez tous, anticholinergique puissant, qui ne doit plus du tout apparaître dans aucune prescription de sujets âgés. Et on pourrait proposer le remplacement par l'oxazépam. Si on fait ce remplacement de l'hydroxyzine vers l'oxazépam, on se retrouve confronté à une double prescription de benzodiazépine. Donc ça aussi, on ne va pas pouvoir proposer l'oxazépam en laissant le lorazépam. Donc on pourrait déjà, en premier lieu, réévaluer ce syndrome anxio-dépressif, parce qu'on sait que beaucoup de patients ont des benzos et même des antidépresseurs plus ou moins au long cours, alors qu'on sait que sur la dépression, on est plutôt sur une prise en charge de 18 mois. Donc première chose, déjà réévaluer ce syndrome anxio-dépressif. Ensuite, si on pense qu'il faut maintenir quand même un anxiolytique, on pourrait effectivement laisser l'oxazépam avec des petites doses dans la journée si besoin et avec une dose un peu plus importante le soir ou au coucher en remplacement du lorazépam. On peut aussi proposer d'autres molécules comme la myansérine qui, à petite dose, a une action sédative. Et quand on augmente les posos, donc autour de 30 mg, à partir de 30 mg, on est sur un profil antidépresseur. Donc la myansérine pourrait avoir cet intérêt. L'escitalopram, on a une hyponatrémie chez la patiente, probablement due au thiazidique, également à l'IPP. Donc ça peut être un argument, l'hyponatrémie, pour faire une intervention pharmaceutique, pour réévaluer depuis quand il est prescrit. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de maintenir cette prescription? Surtout qu'elle n'avait quand même pas une énorme dose. Donc voir déjà en premier lieu si l'arrêt est possible. Si ce n'est pas possible, on pourrait effectivement du coup utiliser la myansérine à posologie de 30 mg afin d'avoir l'effet sédatif de la molécule et l'effet antidépresseur. Elle est en plus un peu anxiolytique. Oui, tout à fait. Concernant l'ostéoporose fracturaire, on a du calcium, mais en monothérapie. On sait aujourd'hui, les recommandations de la prise en charge de l'ostéoporose fracturaire, c'est un apport de calcium et de vitamine D. Donc on pourra proposer l'ajout de la vitamine D. Se pose la question d'introduire un bisphosphonate ou pas. Alors, Péros, les bisphosphonates chez les sujets âgés, c'est quand même difficilement gérable. Le fait d'être à jeun, de rester debout 30 minutes, etc. Donc, on pourrait s'orienter vers des bisphosphonates injectables. Mais dans ce cas-là, on orientera la patiente vers un spécialiste. On a des indications qui, a priori, ne sont pas traitées. On a une notion de dénutrition modérée. Donc, il faudrait refaire une évaluation de cette dénutrition et voir si on pourrait proposer des compléments nutritionnels oraux 1 à 2 par jour en fonction des besoins. On a une anémie microcytaire. Donc, la première cause des anémies microcytaires, c'est les anémies fériprives. Donc, bien sûr, il faudrait qu'elle soit complétée, cette recherche d'anémie. Sur l'anémie fériprive, est-ce qu'on ajouterait du fer? Par voie orale, vous le savez, c'est hyper mal toléré. Donc, à voir en fonction de la patiente. Ou sinon, par voie injectable, mais du coup, plutôt dans un contexte hospitalier, d'hospitalisation de jour, par exemple.
Et si on ajoute du fer, bien sûr, interaction avec le calcium, donc il faudra répartir les deux dans la journée. Est-ce qu'on a des médicaments retrouvés sans indication? Alors, on en a un petit peu parlé au début. Oui, on a l'acétylsalicylate de lysine, parce qu'a priori, là, il est prescrit en prévention primaire. La patiente n'a jamais eu d'événement cardiovasculaire. Si vous prenez les méthodes explicites qu'on vous a données, la réponse, c'est un arrêt. En revanche, ce n'est pas si simple en pratique, parce que la patiente, là, elle a 77 ans. Elle est quand même encore dans un bon état général. Et elle a quand même plusieurs facteurs de risque, l'hypertension, le diabète, le fait d'être une femme et en plus d'être âgée. Donc se poserait quand même la question du maintien de cette molécule. En revanche, pour les IPP, on n'a aucun antécédent. Vous le savez, aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire de maintenir les IPP avec les antiagrégants plaquettaires ou les anticoagulants s'il n'y a pas d'antécédent. Et on sait que maintenant, la balance bénéfice-risque est quand même négative si on les utilise au long cours, avec des problèmes de démence, d'ostéoporose, et puis là, directement sur l'hyponatrémie. Donc, on arrêterait l'IPP chez cette patiente. Deuxième critère de la MAI, c'est est-ce que les médicaments sont efficaces? Donc, finalement, on va regarder un petit peu, on se tourne vers les SMR des produits. A priori, chez cette patiente, oui, excepté la carbose. Donc, deuxième argument, l'argument pour arrêter cette molécule. Concernant la posologie, la première chose qu'on fait tous, on fait déjà, on regarde si c'est adapté à la fonction rénale. Donc, ramipril, on pourrait le discuter. L'acitagliptine, on l'a déjà vu. Et la metformine, où là, on est tout juste. Ensuite, est-ce que ce sont des posologies usuelles, habituelles, celles qui sont décrites dans les RCP, etc. Là, sur la prescription de la patiente, oui, peut se discuter la répartition de la posologie de l'amlodipine. On sait que c'est un inhibiteur calcique qui a une action quand même relativement longue. En faisant une monoprise, en règle générale, on permet quand même que la tension soit équilibrée. Donc, on pourrait éventuellement proposer de répartir, enfin, de mettre 10 mg sur une seule prise. Est-ce que les administrations sont correctes, bien réparties sur les 24 heures? Oui, là, dans la prescription de la patiente, il n'y a aucun souci. En revanche, vous devez avoir la notion, donc là, on avait l'information que la patiente avait une infirmière une fois par jour le matin. Donc ça, c'est très important parce que du coup, on va essayer de mettre les médicaments principaux plutôt le matin pour s'assurer que la prise est bien réalisée, que l'infirmière puisse contrôler. En tout cas, nous, chez les sujets âgés, on essaie d'avoir un schéma réparti en 2 prises maximum, donc matin et soir en règle générale. Donc là, dans la prescription de la patiente, on pourrait largement décaler l'acétylsalicylate de lysine le matin ou le soir, en fonction de ce que la patiente préfère. L'utilisation en pratique, c'est est-ce que la patiente va savoir prendre les traitements tels qu'on lui demande de le faire? Est-ce que la galénique est adaptée, le rythme, le dosage, etc. Donc là, déjà, on peut travailler sur la simvastatine 20 mg, un demi-comprimé. Il existe en 10 mg. Donc ça permettra à la patiente de ne pas être obligée de couper le médicament. Ensuite, elle nous évoque des fois des difficultés à avaler ces traitements. Donc on pourrait discuter avec elle quels sont les traitements qui lui posent problème, voir s'il y a des alternatives, si on peut les écraser éventuellement, ouvrir les gélules, etc. Ici, la patiente elle a une forme effervescente de paracétamol alors qu'elle est hypertendue. Donc ça, il faut toujours faire attention. On sait qu'il y a un apport en sel important dans les comprimés effervescents, surtout ceux de 500 mg. Donc déjà, on pourrait proposer le 1 g si elle veut rester sur l'effervescent. Et sinon, sans faire de pub pour le labo, les gélules de Doliprane peuvent s'ouvrir. Donc ça peut être aussi une alternative. Attention chez les patients âgés, beaucoup souffrent de tremblements essentiels. Et donc l'alternative solution buvable, chez le sujet âgé, il faut quand même faire gaffe avant de proposer cette alternative. Alors, les interactions médicamenteuses, je pense que vous l'aviez tous vu, la contre-indication entre l'hydroxyzine et l'escitalopram, nouvel argument pour arrêter ces traitements, avec le risque de torsade de pointe, qui pourrait en plus être majoré avec l'indapamide qui entraîne des hypokaliémies. Ensuite, l'amlodipine est un inhibiteur faible, mais quand même, du 3 à 4. On n'y pense pas souvent, moi la première. Et donc, il faut faire gaffe avec tous les médicaments qui passent par le 3 à 4, et c'est notamment le cas de la simvastatine. Et donc, on pourrait avoir un risque majoré de douleurs musculaires. Sachant que les douleurs musculaires sous statine, parfois, elles ne sont pas très bien objectivées chez les sujets âgés, donc on leur met un peu de Doliprane. Et...
Il y a d'autres interactions, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Il y a un risque sédatif, bien sûr, entre l'hydroxyzine et le lorazépam. On a un risque de saignement entre les antiagrégants plaquettaires et les ISRS, etc. Est-ce qu'on a des interactions entre les médicaments prescrits et les antécédents, finalement, de la patiente qui pourraient contre-indiquer l'utilisation de certains traitements? Pas dans le cadre de notre patiente. Est-ce qu'on a des doublons chez notre patiente? Encore une fois, non. Donc, un exemple qui est fréquent, c'est la double prescription de benzo. Concernant la durée, ça, je pense que c'est important qu'on ait la notion que le traitement à vie, ça n'existe pas chez le patient âgé. D'accord? Donc, même dans des pathologies chroniques comme le diabète, l'hypertension, on ne peut pas parler de traitement à vie. Il faut en permanence réévaluer en fonction de l'évolution du profil gériatrique du patient. Le coût, dernier critère de la MAI. Alors, sur la prescription de la patiente, on a des traitements qui sont relativement peu coûteux. Donc, là, je pense que ça ne vaut pas le coup, même s'il y a, par exemple, des alternatives dans la même classe médicamenteuse qui pourraient coûter un peu moins cher. Comme nos patients sont très sujets à la iatrogénie, s'ils n'ont pas de problème de tolérance avec un traitement, je pense que le coût ne doit pas nous faire réfléchir sur une alternative dans la même classe, surtout sur les thérapeutiques qu'elle a, la patiente. Alors, on avait calculé le score MAI de cette ordonnance. Et là, je pense que clairement, on n'a plus d'argument pour laisser l'hydroxyzine chez nos patients âgés. Donc là, clairement, je trouve que c'est très intéressant de voir que là, il y a une molécule en particulier qui sort. Alors, à quoi pourrait ressembler sa prescription si on avait fait toutes les interventions dont on vient de parler et qu'elles avaient été acceptées? On aurait l'amlodipine 10 mg une seule fois par jour, l'acétylsalicylate de lysine déplacée le matin, la sitagliptine adaptée à la fonction rénale, maintien de la metformine. On aurait mis du calcium, vitamine D3, cette fois-ci à la posologie de 2 par jour pour avoir la quantité de vitamine D suffisante. On aurait pu mettre du fumarate ferreux 66 mg le soir pour pas que ce soit en même temps que le calcium. De l'oxazépam 10 mg, un demi-comprimé à répartir dans la journée si besoin. De la mycéline 30 mg le soir. Du paracétamol en gélule. Un macrogol, laxatif osmotique, pour gérer le risque de constipation avec le calcium et le fer. Et puis des compléments nutritionnels oraux. Donc au final, vous allez me dire, ok, c'est bien, on dit qu'ils sont polymédicamentés, et il y en a au final encore 11, si on compte, sans compter les CNO. Donc en fait, on voulait vous montrer quand même que l'objectif, c'est pas, il ne faut pas avoir un seul objectif de il faut qu'il y ait moins de médicaments. C'est pas ça le seul objectif qu'on doit avoir avec nos patients âgés, mais bien d'avoir le plus de médicaments appropriés. Et vous voyez que finalement, on a introduit le fumarate ferreux, il ne va pas forcément rester. Paracétamol, macrogol, c'est sur du si besoin. Donc on est plutôt dans une prise en charge symptomatique, dans ce qu'on a ajouté en tout cas. Alors, avec les méthodes explicites. Donc, on a pris parti de vous en présenter que 3, celles qu'on utilise, nous, le plus en pratique. Mais voilà, c'est à titre d'exemple. Le diabète, que nous dit la Roche? Elle nous dit stop au sulfamide hypoglycémiant. Ce n'était pas le cas chez notre patiente. Que nous dit le stop start? Ils nous disent stop sulfamide hypoglycémiant et metformine en cas d'insuffisance rénale sévère, donc inférieure à 30 ml minute. Le guide PAPA, ils précisent davantage de choses. Ils nous disent que les objectifs d'hémoglobine glyquée doivent être revus à la hausse. Et donc, ça fait le lien avec les recommandations HAS relativement récentes. Que les inhibiteurs, donc la sitagliptine, sont assez intéressants car il y a un faible risque d'hypoglycémique. Et qu'en plus, on a des formes galéniques disponibles pour la fonction rénale, pour les insuffisants rénaux. Pardon. Metformine à maintenir à une dose minimale tant que possible, et proscrire les sulfamides hypoglycémiants. Alors, pour l'HTA, la Roche nous dit stop aux antihypertenseurs à action centrale et aux inhibiteurs calciques à libération immédiate. Ça tombe bien, chez notre patiente, ce n'était pas le cas. Que nous disent Stop Start version 2? Ils nous disent arrêt de l'IEC ou du sartan en cas d'hypercalémie et arrêt du diurétique thiazidique en cas d'hyponatrémie. Donc là, finalement, avec notre méthode implicite explicite, donc ça correspond. Le guide PAPA nous rappelle que les objectifs tensionnels sont plus élevés, qu'il ne faut jamais aller trop vite. Donc quand on introduit un traitement, on se laisse un peu de temps
avant de réintroduire un traitement. Moi, j'ai dans certains services, qui ne sont pas des services de gériatrie, mais ils mettent un traitement, la tension est toujours élevée, 5 jours après, le patient il a une deuxième molécule. Donc ça, c'est terrible, parce qu'après, du coup, c'est comme ça que les patients chutent. Jamais plus de 3 antihypertenseurs chez votre patient de plus de 80 ans. Et les 5 classes médicamenteuses à privilégier sont les thiazidiques, quand la fonction rénale le permet et qu'il n'y a pas de risque d'hyponatrémie, les IEC ou les sartans, les inhibiteurs calciques et les bêta-bloquants. La dyslipidémie, la Roche ne précise rien. Concernant stop-start, donc c'est commencer une statine, et donc on peut le comprendre aussi par l'arrêt d'une statine. Statine si coronaropathie, atteinte cérébrovasculaire ou artériopathie périphérique documentée, chez un patient qui reste très indépendant, donc très autonome, et pour qui on pense que l'espérance de vie sera supérieure à 5 ans. Donc le patient, par exemple, qui part en institution et qui est grabataire, la statine, voilà, elle doit être un petit peu oubliée. Le guide PAPA, encore une fois, va un petit peu, voilà, précise un peu plus les choses. Il dit que pour les patients de moins de 80 ans, donc par exemple notre patiente, OK pour la statine en prévention secondaire ou en primaire, mais si le risque cardiovasculaire est très important. Et pour les plus de 80 ans, c'est est-ce que le vieillissement a été réussi ou est-ce qu'on est plutôt sur un vieillissement pathologique, donc chez nos patients fragiles. Et donc, clairement, pas en prévention primaire. L'état anxieux. Donc, benzodiazépine à demi-vie courte ou des moitiés de dose. Donc, par exemple, zolpidem jamais à plus de 5 mg, zopiclone jamais à plus de 3,75. Le stop-start, il nous dit stop au benzo depuis plus de 4 semaines. Donc là, ça veut dire qu'on pourrait arrêter toutes les benzos des patients âgés. Et pas de neuroleptique pour les insomnies. Guide PAPA reprend à peu près les mêmes items. Privilégier les benzos à demi-vie courte sans métabolite active, donc alprazolam, oxazépam, lorazépam, essentiellement. Pas de benzo à demi-vie longue. Jamais 2 benzos ensemble. Stop l'hydroxyzine et stop neuroleptique aussi dans cette indication. L'ostéoporose, on l'a dit, et ça, je pense que encore une fois, c'est pareil, vous le savez tous très bien. Il faut débuter une supplémentation en vitamine D chez les patients qui sont ostéoporotiques, en plus de calcium. Le calcium après évaluation des apports du patient, parce que si le patient apporte suffisamment de calcium, il n'y a pas besoin de mettre un comprimé, un médicament en plus. On peut aussi se poser la question d'introduire un inhibiteur de la résorption osseuse ou un anabolique osseux, si pas de contre-indication, mais là on sera plus sur un AVISP, d'un rhumato. Et puis bien sûr, si le patient est confiné à domicile, qu'il chute ou qu'il a une ostéopénie, eh bien on met de la vitamine D. Donc en gros, tous les patients qui vivent encore à domicile devraient tous avoir de la vitamine D. Le guide PAPA reprend exactement les mêmes choses. En ce qui concerne la prévention primaire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, stop-start, il est très clair. C'est stop, tout médicament prescrit sans indication clinique, et donc aspirine, statine en prévention cardiovasculaire primaire par exemple, et puis les IPP, s'il n'y a pas d'atteinte œsogastrique récente. Le guide PAPA nous dit stop au maintien du traitement par IPP s'il n'y a pas eu de preuve endoscopique, qu'on n'a pas, voilà, si l'antécédent date de plusieurs années, et s'il est prescrit avec un antiagrégant plaquettaire, un anticoagulant, etc., s'il n'y a pas de facteur de risque. Par contre, dès qu'on est sur des associations, se pose quand même la question de maintenir un IPP à demi-dose. Et donc, pas d'IPP plus de 1 an normalement. Maximum. C'est même 8 semaines, ou, voilà, en fonction des indications. Mais en tout cas, au-delà d'1 an, on ne devrait plus voir d'IPP chez les patients. Alors, à quoi ressemblerait la prescription si toutes nos interventions avaient été acceptées avec les méthodes explicites? Eh bien, à peu près la même chose, à la différence de l'acétylsalicylate de lysine, qu'on aurait clairement arrêté si on avait utilisé la méthode explicite sans prendre en compte le patient. Je vous remercie.